C'est tout à fait ça. Ce sont les seules ressources dont dispose encore aujourd'hui l'Iran qui est sous sanction. On estime que pour le brut, ça représente 140 millions de dollars par jour. Et si on associe on va dire les condensats gaziers, etc., et les produits pétrochimiques, ça fait un total de à peu près 280 millions de dollars par jour. Donc une dizaine de milliards par mois, ce qui est considérable et ce qui permet au régime évidemment de survivre. Et l'idée, c'est effectivement une asphyxie financière justement inhérente à la mise en place de ce blocus entre guillemets. Concrètement, ça veut dire visuellement, c'est combien ce sont des bateaux américains qui se sont positionnés, c'est ça, oui, pour empêcher ça se traduit comment concrètement? À l'extérieur, en deçà, on va dire, ou plutôt au-delà du détroit, il y a la mise en place justement d'un certain nombre de dispositifs maritimes qui sont censés dissuader, c'est-à-dire faire demi-tour justement les navires qui se risqueraient à vouloir sortir pour éviter évidemment d'être non seulement identifiés, visités, voire arraisonnés, comme ça peut être prévu dans ces modalités. Et donc, en général, il y a eu d'ailleurs un certain nombre de bateaux qui ont fait demi-tour pour éviter de se retrouver dans cette situation. Le vrai test, en fait, c'est par rapport aux bateaux à pavillon chinois. Puisque concernant les bateaux iraniens, comme il y a une situation de guerre, de toute façon, Donald Trump a évoqué le fait qu'il y avait, même s'il y avait des vedettes militaires, qu'elles seraient visées directement. En revanche, pour les pavillons, effectivement... chinois entre guillemets non hostile du point de vue non belligérant du point de vue notamment indien et chinois, la question de l'arraisonnement potentiel se pose. Alors il se trouve qu'il y a un bâtiment chinois qui est passé aujourd'hui, qui serait passé aujourd'hui et qui n'a pas été arraisonné. Donc on sent bien que c'est un point central parce que évidemment derrière il y a un conflit potentiel ouvert avec la Chine. Alors justement, la Chine est accusée par, je crois, le renseignement américain de livrer du matériel. Que sait-on du rôle de la Chine dans ce qui se passe? Elle a une influence importante. Elle a une grande influence, d'abord parce qu'elle a des intérêts très majeurs dans cette région. 14% de ses importations viennent de Téhéran, qui lui vend du pétrole décoté, mais qui permet évidemment à Téhéran d'avoir des rentrées financières. Il faut préciser que la Chine est doublement embarrassée parce qu'en réalité, le blocus instauré par Téhéran impacte aussi l'Arabie Saoudite, qui est le premier fournisseur en réalité de Pékin, de la Chine. Donc on voit bien que tout ça est très imbriqué. Donc il y a une grande discrétion apparente de la Chine, mais une activité en coulisses très importante. On le sait par rapport aux négociations qui se sont déroulées à Islamabad, puisque à travers le Pakistan, c'est aussi la Chine qui parle d'une certaine manière aux interlocuteurs qui sont présents. Et effectivement, vous évoquez les rumeurs de transfert d'armes. C'est pas forcément un hasard si ça sort en ce moment. C'est-à-dire que c'est aussi une manière d'embarrasser Pékin. Ça a transité par CNN. Il y a eu le New York Times qui évoque effectivement des transferts, notamment de pads, c'est-à-dire des matériels anti-aériens. Et on sait qu'il y a un avion qui avait été visé récemment, justement, selon une modalité comparable. Et puis on évoque même aussi des transferts de perchlorate de sodium qui alimente en fait le propergol, c'est-à-dire le carburant des missiles. Et on sait qu'il y a un certain nombre de livraisons qui ont été faites. Et évidemment, c'est une manière de pérenniser l'outil balistique dissuasif de Téhéran dans le cadre du conflit en cours. Donc ces accusations, évidemment, qui sont totalement niées par Pékin, viennent alimenter évidemment la justification de la stratégie américaine en cours. Vous évoquiez l'Arabie saoudite et ses relations avec la Chine sur le plan notamment commercial. Effectivement, il y a aussi ces pays des Émirats arabes unis qui sont aux premières loges et qui sont aussi entravés dans leur économie, non ? Oui, clairement, puisque de toute façon, tous ces pays-là, effectivement, sont considérés comme hostiles par Téhéran. Téhéran a fait valoir que de toute façon, pour transiter par son chenal, qui normalement passe plutôt sur les côtes omanaises, mais Téhéran a laissé entendre qu'il y avait un minage. Donc c'est une manière, alors on n'a pas la certitude, mais le doute suffit, en fait. Oui, la menace suffit. Ce qui explique le passage des deux destroyers américains pour montrer que le danger n'est pas imminent, mais ça a permis aux Iraniens de décaler évidemment les chenaux ascendants et enfin de sortie et de rentrée pour imposer justement le passage près des côtes iraniennes et avec tous les attendus qu'on connaît. Donc
les pétromonarchies, effectivement, subissent de plein fouet cette stratégie iranienne. Quelle partition elle joue en ce moment? Elle passe des coups de fil, si je peux dire, aux États-Unis. Sur quel scénario elles sont? Quel scénario leur semble le plus favorable? Là, il y a un cessez-le-feu. Il y a un cessez-le-feu jusqu'au 22 quelques jours, avril. Jusqu'au 22 avril. Oui, une quinzaine de jours. Et donc, le problème, c'est que la position de ces pétromonarchies a été ambivalente parce que initialement, elles étaient défavorables à une opération militaire. Oui. En anticipant le risque potentiel qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire de perturbation des flux maritimes, qui avait été largement sous-évalué par les Américains, puisque Chris Wright, qui est le ministre de l'Énergie, 10 jours avant le début de l'opération, fin février, disait qu'il n'y aurait aucun risque sur une perturbation des flux maritimes. Il n'y a pas tellement besoin d'être géopolitologue ou spécialiste de la région pour savoir que ça va être le cas. En revanche, les militaires du Pentagone avaient fait valoir quand même à la Maison-Blanche qu'il y avait un risque, mais qui n'a pas été manifestement intégré dans le scénario qui a été développé. Donc ces pétromonarchies n'étaient pas favorables parce qu'elles anticipaient justement le fait d'être aux premières loges, comme vous dites, et notamment les Émirats arabes unis, qui en plus ont une base militaire américaine et française, faut le rappeler, c'est notre grande base, et qui ont un contentieux en plus territorial sur 3 îles, Abu Moussa, Petite et Grande Tombe, avec l'Iran. Donc le contentieux entre les deux pays est très, très, très lourd, et ils sont aujourd'hui embarrassés parce qu'ils ne peuvent plus exporter leur pétrole, et donc ils sont obligés d'ailleurs de laisser tourner une partie de l'extraction des puits, mais à bas régime, pour éviter que les puits soient inutilisables à terme. Mais on voit bien que c'est un moyen de pression de Téhéran qui est extrêmement fort sur ces pays, y compris le Qatar, notamment pour le gaz. Et donc aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'alors qu'elles étaient défavorables à une opération militaire, nombre d'entre elles demandent aux Américains d'aller plus loin. C'est-à-dire de considérer qu'on est allé trop loin pour faire marche arrière et qu'on ne peut pas, de leur point de vue, laisser l'Iran en situation de pouvoir faire sa loi, entre guillemets, au niveau du Golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Alors, des négociations démarrées ont échoué. Certains parlent d'un round finalement de négociations qui pourrait reprendre. Vous y croyez au scénario de... Effectivement, tout ne peut pas se régler en une journée. Comment vous avez analysé ce premier épisode, si je puis dire, ou ce moment de négociation? Est-ce que ça peut reprendre ou c'est exclu? Oui, alors de toute façon, il y a une scénographie pour ce type de ça veut dire, il y a ce qu'on montre à voir et ce qui se passe réellement, c'est ça? Oui, et puis en soi, elle était inédite, puisque à ce niveau-là, entre le J.D. Vance, donc le vice-président américain, et la délégation, 70 membres du côté iranien, c'est considérable. Oui. Donc c'est effectivement, c'est la première fois. Il y a eu lors du JCPOA, l'accord sur le nucléaire de 2015, il y avait préalablement notamment John Kerry, qui était secrétaire d'État, mais à ce niveau-là, c'est sans précédent depuis 1979. Donc en soi, c'est un marqueur très fort. Et donc le fait qu'elles aient achoppé n'est pas une surprise, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont définitivement hypothéquées. D'ailleurs, on laisse entendre, J.D. Vance en premier, que les canaux ne sont pas rompus. Et il se trouve que la stratégie de blocage, de blocus mis en œuvre par les Américains fait partie aussi de la pression pour reprendre des discussions, pour pousser les Iraniens à revenir à la table des négociations, parce qu'ils ont une quinzaine de jours qui va être très très difficile pour eux, avec l'assèchement des liquidités et surtout l'impossibilité de stocker le pétrole qui ne sort pas et qui peut condamner une partie de leurs puits. Si les puits ne sont pas utilisés. Donc, pour les Iraniens, ils ont parfaitement compris. D'ailleurs, ça explique la virulence de leur réaction en accusant les États-Unis de piraterie, ce qui ne manque pas de sel par rapport à ce que eux-mêmes ont fait précédemment. Oui. Donc, c'est, on va dire, la réponse du berger à la bergère et inversement. Mais on voit bien que ce laps de temps, effectivement, doit être utilisé pour potentiellement relancer une négociation, parce qu'il y a un problème majeur, c'est le nucléaire. C'est là-dessus que ça a buté. Même si évidemment c'est ajouté la problématique de Hormuz, mais qui est coextensive au lancement de la guerre. Elle n'était pas préexistante. En revanche, le fond du problème, c'est le nucléaire, les 440 kilos enrichis à 60%, et l'engagement attendu par les Américains de Téhéran de renoncer effectivement à l'enrichissement du nucléaire. Ce matin, on parlait d'une pause. Les Américains envisagent une pause de 20 ans du programme d'enrichissement d'uranium, avec un allègement des sanctions. Qu'est-ce qu'on sait là de ce qui se disait dans cette matinée de ce mardi
mardi 14 avril? Il y a le brouillard de la guerre, même s'il n'y a pas les opérations militaires actuellement. Mais enfin, en tout cas, on sait très bien qu'il y a un théâtre d'ombre derrière. Oui. Il y a des choses qui sont annoncées publiquement qui ne se correspondent pas forcément à ce qui est négocié, on va dire, à huis clos. Effectivement, les Iraniens auraient, par le passé, avant le conflit, proposé 5 ans de suspension, Oui. mais c'est irrecevable pour les Américains, parce que de toute façon, il n'y a pas un contrôle suffisant. Alors là, il y a l'option de 20 ans. Il faut rappeler que le JCPOA en vigueur à partir de 2015 prévoyait une dizaine d'années de surveillance avec ce qu'on appelle des clauses, des sunset clauses, c'est-à-dire des clauses contraignantes qui tombaient au fur et à mesure. Et donc, on ne va pas refaire un JCPOA comme celui de 2015, ce qui explique d'abord la temporalité de 20 ans, avec l'idée sous-jacente que dans 20 ans, le régime ne sera plus celui d'aujourd'hui, et qu'à ce moment-là, la question nucléaire pourrait être abordée potentiellement sous un angle plus pacifié. Mais de toute façon, on en est loin pour l'instant, parce qu'il y a une intransigeance iranienne Très marquée. forte. Ouais. C'est pour l'Iran un principe de souveraineté nationale. Et donc là, on bute sur le noyau dur de la question, ce qui explique d'ailleurs que J.D. Vance ait décidé de rentrer précipitamment sans autre forme de procès, ce qui a surpris les Iraniens. Ça a surpris, c'était une façon de jouer le bras de fer. Ah oui, c'était de montrer que c'était à prendre ou à laisser.